Par rapport à ces réflexions sur la mobilité, il faut les situer, il faut les dater également. C'est-à-dire que ce dont on parle, ce tournant numérique de la mobilité, il est très récent et il ouvre effectivement des perspectives qui ont l'air très intéressantes. Néanmoins, l'histoire rappelle que la route a une longue durée, que les infrastructures ont une pérennité, une forme de permanence à certains égards, et qu'elles existent aussi comme patrimoine. Et ce patrimoine, il est réinventé régulièrement, il est ajusté, il est modernisé. Et c'est dans cette perspective-là qu'il faut comprendre les révolutions contemporaines. Donc il faut, à certains égards, les relativiser, c'est-à-dire que toutes les routes n'auront pas à assimiler les nouvelles mobilités, en tout cas pas à très court terme. Quelques corridors, c'est très probable, et il faut y être prêt, évidemment. Mais il y a des espaces tests, et l'innovation se décale selon les infrastructures. On ne parle pas de toutes les routes. De ce point de vue-là, encore une fois, l'histoire peut enseigner des choses sur la gouvernance, c'est-à-dire que le système automobile tel qu'il est né à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle a de suite été régulé par des instances qui étaient des instances professionnelles relayées au niveau gouvernemental. Et les premières réglementations, y compris réglementations internationales, pour beaucoup ont été élaborées en France au cours de congrès internationaux. Il en est de même désormais pour ce secteur qui a besoin de gouvernance. On le voit bien, les risques d'ubérisation qui sont commentés ici ou là sont très présents et les risques de captation de valeur, de gestion du patrimoine que l'on évoquait tout à l'heure, méritent une mise en perspective. Et de ce point de vue-là, il faut des autorités qui donnent des règles, laissent aussi aux opérateurs des occasions pour prendre des positions et réagir avec agilité dans un secteur qui est souvent pris dans des carcans parfois trop rigides. Il faut être ouvert à la mutation, mais il faut aussi tâcher de contrôler cette mutation. Alors le côté financement est problématique, je dirais, aujourd'hui, parce que précisément la régulation est insuffisante. C'est-à-dire que par rapport à des valeurs qui sont créées, on assiste à ce que je qualifie de carjacking ou de roadjacking, c'est-à-dire qu'il y a des éléments pérennes du système de la mobilité, du système automobile, qui se trouvent aussi cannibalisés aujourd'hui par des nouveaux entrants, des outsiders qui ne respectent pas nécessairement des règles que d'autres secteurs se sont imposées et qui n'ont pas besoin du même capital investi. Et donc il y a là des redistributions qui seront à venir, inévitablement, pour équilibrer un secteur qui, sans cela, serait véritablement ouvert à des piratages permanents. Le monde des automobilistes est très divers et il y a des gens qui seront très ouverts évidemment à ces nouvelles technologies, qui en sont très demandeurs, mais il y en a d'autres qui évoluent dans des univers que je qualifierais quasiment de parallèles, qui eux évoluent dans un monde où ils sont très méfiants vis-à-vis de cette dépossession, de cette délégation de conduite, de cette déresponsabilisation. Et il y en a aussi qui sont très attachés à la culture aristocratique de l'automobilisme et du volant. Et donc de ce point de vue-là, il y aura des résistances. Il faut bien expliquer la chose, être très pédagogue. Il y a là une responsabilité des opérateurs privés, des pouvoirs publics, et donc toujours un même besoin d'explication et de gouvernance. Il y a des demandes indiscutables en termes aussi de développement durable, d'économie d'énergie, en termes aussi de sécurisation véritable des chaussées et des routes et de sécurité routière. Donc ces points-là sont à prendre en considération. Mais il est sûr qu'il va y avoir une phase d'adaptation, de transition des usagers, et celle-ci est évidemment très intéressante à mettre en perspective historiquement et à étudier au présent.